Bonjour et bienvenue à On Jase. C'est correct? C'est correct? Oui, ça va très bien, merci. Pas fort. Gros show aujourd'hui à On Jase. Bien sûr, on va s'entretenir avec Marc Denis qui est à Washington. Et également, on aura Claude Lemieux qui va venir nous raconter des anecdotes, autant sur Guy Carbonneau que sur sa propre carrière et de son fils, Brennan Lemieux. Donc, ça sera à suivre. Les sujets avec vous aujourd'hui, Patrice Roy qui dit comment le Canadien peut-il freiner la puissante attaque des Capitals? On va le demander à Marc Denis, bien sûr. Et Philippe nous demande est-ce que John Carlson peut maintenir le rythme et remporter le trophée Norris? Il connaît un début de saison tout simplement phénoménal, le défenseur des Capitals de Washington. Également un sujet qu'on va demander à Marc Denis. Bougez pas, Luc s'installe, puis on commence le show, on jase. Bonjour et heureux de vous retrouver. Salut Martin. C'est parce que quand Luc met ses écouteurs, ça fait que... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu solide, merci. J'ai un reflet sur la tête. Écoute, ça fait au moins une semaine que les gens nous l'écrivent, sa messagerie texte. Tu ne l'avais pas vu que tu avais un trou dans la tête. Non, mais là, je le vois là. C'est rare, je regarde là, mais ouais. Bienvenue à On Jase. Martin, bienvenue. T'as pas oublié ton cher RDS. Oui, bienvenue. Merci d'être là. Hey, d'ailleurs, là, vous nous avez suggéré, j'en ai pris 2 sujets d'auditeurs, mais vous en avez suggéré d'excellents. C'est juste que tu étais paresseux, tu ne vas pas mettre les autres? Non, c'est parce que c'est une grosse matinée. Une grosse matinée. On a parlé de Jean-Gabriel Pajot, Thomas Hood sur Facebook, qui dit est-ce qu'il pourrait intéresser le Canadien? Mais tu sais, parce qu'il est joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. On en a parlé hier. Denis disait c'est quoi les trios idéaux si on prend en compte la position naturelle de chaque joueur. Ouais. Parce que Ben Sherratt va être employé avec Weber, c'est qui le meilleur duo qui peut contrer les adversaires. Olivier, avec l'arrivée en feu de Samsonov, est-ce que les jours de Braden Oldby sont comptés? En tout cas, ils protègent leur arrière parce que Oldby arrive à la fin de son contrat. Donc, c'est une façon de dire un peu, souviens-toi, comme Vasilevski et Bishop. Peut-être que si Oldby veut rester, il ne pourra pas demander le même argent que si Samsonov n'était pas là. Tu comprends ça? C'est sûr. Hey, mais c'est une excellente question qu'on pourra demander à Marc Denis. Un, c'est une histoire de gardien de but. Puis 2, c'est une histoire de contrat. Fait que Marc est très bien placé pour nous en parler. Absolument. Avant d'aller le rejoindre, juste saluer et remercier tous ceux qui nous écoutent en balado, donc pas en direct. On l'a fait hier à la fin de l'émission. Puis je pense que ça mérite d'être fait en début d'émission. Vous avez fait votre retour à la maison puis vous dites hey, moi, je veux savoir ce qui s'est passé à On Jase. Entre autres, hier, je pense qu'on avait un solide show avec Éric Bélanger, David Perron et Mike Modano. Ça se passe bien dans une conversation. Ouais. Moi, côté show de hockey, coast to coast, je trouve pas ça gênant. Puis aujourd'hui, c'est pas gênant non plus. Marc Denis en direct de Washington et Claude Lemieux qui viendra nous parler de Guy Carbonneau, Sergei Zubov parce qu'il a joué avec les deux et également de sa carrière et de son fils. Oui, je veux saluer David qui dit je voulais vous dire merci pour l'entrevue avec Mike Modano. Depuis que je suis petit, que les Stars est mon équipe préférée grâce à Turco et Modano. C'était vraiment incroyable. J'étais comme Luc en l'écoutant parce que moi, effectivement, j'étais assez fébrile. Puis tu parlais de saluer des gens qui nous écoutent en balado. Marc-André Picard sur On Jase, il nous a écrit, il nous a dit « Excellente émission comme à l'habitude. J'écoute en différé parce qu'il n'y a pas la chance d'être live. Mais je tiens à dire que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. J'ai toujours hâte à la prochaine émission. » Continuez à nous écrire, on aime ça vous lire, c'est le fun. Et un de nos intervenants chouchous favoris de nos auditeurs, c'est Marc Denis. Comment ça va? Ça va bien, nous autres? Ça va excellent. Je te dirais que ma réception est assez ordinaire pour l'instant. D'ici 5 minutes, d'après moi, ça va être mieux. Dans le centre-ville de Washington, je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile. Fait que, on va essayer. Là, moi, je vous entends. Je sais qu'il y a du bruit de fond, mais j'essaie de changer de place d'ici 5 minutes. Bon, il n'y a pas de problème. On t'entend 10 sur 10 malgré le bruit de fond, comme tu le dis. Il n'y a pas de problème là. Marc, allons-y avec les informations de base. J'en avais parlé, je pense, mercredi. Quand Marc Bergevin n'a pas confirmé qu'il espérait qu'être mis vendredi, je me suis dit la bonne affaire à faire serait de le ramener à la maison en ayant le dernier changement et non pas contre la meilleure équipe de la Ligue. Et c'est ce qui va arriver. Jordan Will va jouer aujourd'hui. Oui, exactement. Jordan Will qui va prendre la place dans le fond de Payling. Évidemment, on va voir Will à droite. Cousins qui retourne à gauche sur le trio qui est pivoté par Nate Thompson. Suzuki est toujours au centre.
Kotkaniemi était sur la glace ce matin, un entraînement très, très optionnel pour le Canadien. Et c'est plus difficile d'avoir des informations parce que les Capitals, eux autres, patinent à 40 minutes à l'extérieur du centre-ville. Fait qu'on y va pas, puis ils patinent en même temps que le Canadien, qui ne patinaient pas vraiment, puis qui nous rendent l'entraîneur disponible en même temps que les gars sont sur la glace. Vous aurez compris qu'il y a peut-être un peu moins d'infos aujourd'hui, mais assez pour vous dire que la formation du Canadien va ressembler à ça. Carey Price obtient le départ, on le sait depuis hier. Il va affronter Ilya Samsonov. Samsonov qui a une seule défaite. Dans le fond, les Capitals n'en ont deux, mais on a l'impression d'avoir trouvé un vrai auxiliaire à Braden Holtby cette saison avant Ilya Samsonov. Il y a tellement de sujets que tu viens d'ouvrir. Regarde, on va cogner à la première porte que tu viens d'ouvrir à toute fin. Samsonov, il y a quelqu'un qui nous a écrit sur notre page, et Luc vient tout juste de lire le message. Est-ce que c'est le signe de la fin pour Holtby qui va tomber en négociation de contrat? Est-ce que c'est la même situation que Vasilevskiy-Bishop il y a quelques années? Peut-être. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est Phoenix Copley qui était le gardien de but adjoint. Copley est maintenant à Hershey, le gardien de but numéro 1 là-bas. Samsonov, lui, est arrivé en Amérique du Nord l'année dernière. On lui a donné une saison complète dans la Ligue américaine. C'est un gardien de but qui arrive de la Russie, évidemment. Vous l'aurez deviné, il a 22 ans. C'est un choix de premier tour. On fonde beaucoup d'espoir dans le travail de Samsonov. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est de garder Holtby encore un peu. Mais, comme tu le mentionnes, et la comparaison Vasilevskiy-Bishop n'est pas mauvaise du tout, parce que on va attendre de voir. L'échantillon, dans le cas de Vasilevskiy, était quand même un petit peu plus prudent que ce qu'on a pour l'instant pour Samsonov. On parle de 7 matchs dans la Ligue nationale là, pour l'instant. Il ne faut pas s'emballer trop rapidement. Mais chose certaine, il va donner du bon hockey aux Capitals. Et les Capitals n'ont peut-être pas besoin non plus du gagnant du trophée Vizina avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont besoin d'un gardien de but qui va leur donner une chance de remporter le match à tous les soirs. Je te dirais qu'au niveau défensif, je joue même mieux que le Lightning. Là. En donne beaucoup moins. Alors, c'est pas impossible. À l'heure du plafond salarial, il va falloir y penser sérieusement. Mais l'idéal, ce serait peut-être que Holtby soit encore là quelques saisons. C'est le contrat qui va décider. Tout à fait. Et là, tantôt, je dis, le meilleur gars pour y demander, c'est Marc, parce que, un, c'est un gardien, puis deux, histoire de contrat, il a été dans... Les Capitals peuvent-tu dire à Holtby, nous, on est prêts à te garder, mais on a Samsonov, c'est sûr qu'on ne peut pas te signer, mettons, très longtemps, et, mettons, à 8 millions. Tu sais, Holtby fait déjà 6 millions. Là, l'exemple que je vais te donner est un peu boiteux parce que Riné est beaucoup plus vieux, mais tu sais, Riné a pris une baisse parce que Saros s'en vient également. Est-ce que Holtby, lui, peut aller là-dedans ou Holtby, lui, c'est un homme d'affaires puis il va aller au plus payant? Bien, tu sais, il peut accepter une telle situation en voulant rester à Washington jusqu'à temps qu'il ait une offre de 9 millions de dollars pour aller jouer à Chicago, par exemple, parce que je dis Chicago, là, puis je dis n'importe quoi, mais c'est jusqu'à temps que tu aies une offre qui est plus lucrative ailleurs, dans une équipe où tu penses ou dans une ville que tu penses que tu peux t'installer. C'est là le crunch. C'est vraiment là où la situation pourrait changer. Alors, c'est de la façon que je le vois, en tout cas, pour Braden Holtby, mais c'est sûr que lui, il a gagné la Coupe ici. C'est un gardien de but numéro 1 depuis longtemps ici. J'ai comme l'impression que ça pourrait arriver ou que l'offre va peut-être être faite, mais je ne penserais pas qu'on parle de baisse salariale dans le cas de Holtby, pas à l'étape de sa carrière où il est rendu. Lui, ça va être un autre gros contrat. Peut-être pas à long terme, comme tu le mentionnes, mais c'est un autre gros contrat. C'est certain qu'il va accepter une baisse de salaire, alors que le statu quo pourrait peut-être être plus acceptable pour lui. Vous vous en doutez, là, c'est pas la même situation du tout parce que Price a un contrat à long terme, mais c'est sûr que les gens sur nos pages disent hey, ça va peut-être être la même situation avec Primo dans 2-3 ans. Là. Primo, si jamais ça arrive et qu'il performe, ça serait la situation Matt Murray, Marc-André Fleury. Ben. Oui, c'est cette situation-là. La situation contractuelle, cependant, est différente. C'est ça, exact. Tu sais, quand on rentre, puis même moi, là, vous savez, je suis un analyste, je fais mes devoirs, je regarde ce qui se passe devant moi, mais moi, j'aime ça parler avec des gars comme John Sedgwick, qui est l'adjoint directeur général du Canadien, ou à Marc Bergevin même, parce que quand tu commences à parler de situation contractuelle et de personnel, c'est pas vrai que tu prends toujours les décisions hockey. Les coachs prennent les décisions hockey, les organisations ne prennent pas toujours. Tu sais, c'est impossible de garder les 20 meilleurs joueurs, même si tu les as repêchés, parce que les situations contractuelles, financières, les droits en arbitrage, le ballottage, c'est ce qui devient intéressant. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut être GM et assistant directeur gérant dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a plusieurs tenants et aboutissants. Et les situations dont on parle, elles sont similaires parce qu'on parle d'un gardien de but de premier plan qui a gagné un Vizina, qui gagne beaucoup d'argent, qui est numéro 1, et un autre qui pousse dans le dos, qui voit un brillant avenir. Mais la situation du contrat du plus vieux vient souvent à jouer. Sauf que pour le Canadien, il n'y a rien de mieux qu'un Caden Primo qui continue de performer, qui vient chercher des départs.
et qui veut être numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, parce que dans le pire des cas, il y en a un des deux qui obtient une valeur. Plus tu augmentes la valeur de tes joueurs, ben ça, le secret du repêchage aussi, c'est des cas de monnayer ceux qui ne joueront pas chez vous nécessairement. Exactement. Puis tu l'as dit, les Canadiens auront un solide numéro 2 quand ce sera un exemple, un primo, s'il continue à se développer, qui pourra faire la job que Samsonov fait cette année. Bien, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que on n'arrête pas de parler de Price, qui, là, encore une fois, 66-67 départs, on n'est pas certain Kincaid, oui, non. Et là, à un moment donné, quand tu as un gars comme Caden Primo, il n'y a rien de mal pendant un an ou deux à ce qu'il en joue 30-35, puis que Price en joue 50-55, puis que les deux arrivent près du coup dans les séries éliminatoires. Je pense que c'est un peu ça, la situation idéale rêvée, même en 2019. C'était sûrement le plan avec Lindgren aussi, une couple d'années. Finalement, ça n'a pas donné le résultat, là, mais c'est sûrement ça le plan aussi. Là. Exact. OK. L'affaire Price, moi, je te le dis, je suis très content qu'on ait dit non, on affronte les Capitals, on met notre meilleur. Même si, tu sais, ça aurait été facile de dire Canadien le samedi, moins une bonne équipe, on met Price, on s'assure des 2 points-là. Puis tu sais, souvent, Michel Therrien faisait ça. Mettons, c'était les Bruins, puis il mettait Boudaille à Boston. Puis je suis content. Moi, j'aime ça, le message que ça envoie. Là. Non, on s'en va là pour battre les Capitals. Oui, bien, tu sais, puis le point que tu soulèves que je trouve intéressant, c'est le message que ça envoie. Tu passes en 24 heures de la première à la dernière équipe de la Ligue nationale que tu affrontes. En vertu de la victoire d'hier soir là, des Kings, les Devils sont derniers. Ça pourrait changer ce soir. Là. Les Devils jouent ce soir contre les Penguins de Pittsburgh, mais il n'en demeure pas moins que le message que tu envoies, si tu le dis d'avance, ça va être quoi tes gardiens de but? Il peut être perçu d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas jamais servir de motivation à une autre équipe ou de lancer un message contraire à ta formation. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis, pour être bien honnête, il faut que Kincaid soit capable de jouer les matchs. Si Kincaid n'est pas capable de jouer le deuxième match en 2 soirs, quand le voyagement n'est pas si long, qu'il n'y a pas de décalage horaire, puis c'est contre la pire équipe de la Ligue nationale, à un moment donné, on va en chercher un autre. Là, juste être clair, là, je ne suis pas en train de dénigrer Kincaid, je suis en train de dire qu'il faut que tu en trouves du départ aussi. Oui, puis il faut qu'il garde les buts, il faut qu'il ait des victoires. Puis je pense que Marc Bergevin ne s'est pas défilé en disant c'est une job ingrate, mais il faut qu'il joue mieux. Oui, c'est une job ingrate, mais c'est une job que, moi, je te le dis là, pour allonger ma carrière de 2-3 ans, je l'aurais pris ce travail-là s'il m'avait été offert. C'est ça. Une job ingrate, mais ça prend quelqu'un pour le faire. OK. Du côté du Canadien, on en parle peu, mais je l'ai dit cette semaine. Selon moi, la meilleure recrue, c'est pas Suzuki, c'est pas Kotkaniemi, c'est pas Peeling, c'est Kyle Fleury. Oui, ben je te dirais, je sais pas, par exemple, je suis pas capable de te dire que Kyle Fleury est meilleur ou moins bon que Suzuki. Suzuki m'épate. Dans le cas de Kyle Fleury, tu sais, parfois, va chercher la grosse mise en échec, va peut-être être pris hors position, mais ce sont des erreurs qui se corrigent et qui viennent avec l'expérience parce que les mises en échec, tu n'avais pas besoin de te parer ou tu n'avais pas besoin de les chercher parce que quand tu étais plus jeune, tu étais plus fort que les autres. Tu arrives dans la Ligue nationale, ben faut que tu te réduises un peu. Puis en se faisant, parfois, ben, tu sors un peu du jeu. Ce qui fait que ton bâton est moins actif parce que là, tu vas le prendre à 2 mains pour te réduire un peu puis donner le coup d'épaule ou absorber le coup d'épaule. Fait que tu sais, il y a des correctifs techniques à apporter dans son jeu. Mais, tu sais, il recule devant rien. Il n'y a pas froid aux yeux. Quand tu gardes la vie simple, tu fais pas beaucoup d'erreurs non plus. Ouais, c'est pas mal des facettes qu'un entraîneur aime. Puis en plus, il y a un bon tir. J'ai comme l'impression, au dernier match, en tout cas, j'avais l'impression que ça s'en venait. Tu sais, au niveau offensif, ça s'en venait, il a créé un peu. Il est bon pour trouver la ligne de tir. Moi, je trouve, là, très tôt dans sa carrière comme ça, ce que je vois, c'est qu'il est bon pour trouver la ligne de tir. C'est rare qu'il va avoir un tir bloqué ses jambières et qu'il va donner une relance à l'autre équipe. Ça, c'est important parce que c'est un des facteurs qui fait réagir les entraîneurs. Oui, tu as raison. Puis, sais-tu quoi? Il y a une bonne bine. Tu sais, oui, il l'amène du poignet au filet, mais les fois que c'était lancé, il semble avoir un bon lancer. Oui, il y a un bon tir. Mais il a marqué l'année passée dans la Ligue américaine de hockey. C'est 7 ou 9 buts qu'il avait inscrit l'année passée avec la Ligue américaine de hockey. Il est capable de marquer, là, Kyle Fleury, quand même. OK. Claude ne s'est pas gêné pour dire que ce sera Weber et Chirot pour jouer contre le trio de Ovechkin, Backstrom et non pas Kuznetsov et Oshie. Es-tu confortable avec les deux autres paires de défense qui pourraient... Parce qu'ils ont comme une deuxième vague un peu plus forte que les Blues de Boston avec Kuznetsov, Wilson et Vrana. Ouais, écoute, j'ai été un peu plus nuancé ce matin. C'est sûr que c'est la confrontation idéale, mais c'est à l'étranger. C'est sur la route, c'est pas le dernier changement. Claude Julien a dit ce matin un petit peu à la blague, là, un journaliste qui lui demandait « Faites ce que vous voulez avec les autres défenseurs, ça sera pas ça ben. Je ne mettrai probablement jamais Kulak et Fleury ensemble pour une mise en jeu dans notre territoire. Si Chirot et Weber, là, ça c'est moi qui le dis. Là, la première partie, c'est ce que Claude a dit. Moi, ce que je vais dire, c'est
si Chariot et Weber, Todd Reardon refusent cette confrontation-là contre Ovechkin, peut-être que tu te dépêches de les séparer ou qu'une fois de temps en temps, tu les mets ensemble, puis une fois de temps en temps, tu les sépares. T'sais, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être ça pourrait être le boulier qui soit sorti au niveau des défenseurs ce soir, parce que là, Philo Richardson, en passant, il est très bon. Il est très bon pour gérer son banc. Tu sais, faut que tu gères le 2-2, faut que tu gères les Capitals de Washington, faut que tu sois capable de voir les confrontations, faut aussi que tu sois capable de voir ce que le coach de l'autre bord ne veut pas. Fait que tout ça en mis ensemble, là, je mets dans le fond, je mets un bémol en disant oui, c'est important, mais on va regarder le jeu du chat et de la souris. C'est resté avec nous autres, là, puis à peu près au milieu de la première période, là, je devrais être capable de vous donner une mise à jour, de vous dire, regarde, ça n'arrivera pas à Sherrod Weber, oui, c'est correct, ou on va les jeter, oui, ils vont rester là contre Kuznetsov, mais pas contre Heller, par exemple. Il faut attendre. C'est des informations qui évoluent tout au cours d'un match. Ça s'appelle du coaching. C'est vraiment ça, puis il va en avoir ce soir d'un côté comme de l'autre, clairement. Quelqu'un nous demandait dans le début d'émission comment contenir cette puissance-là des Capitals. Toi, tu as parlé de le pairing puis le matchage qu'il va avoir avec Claude Julien. Moi, je te dirais qu'il faut rester à l'extérieur de la boîte des punitions le plus possible contre cette équipe-là. C'est quoi le plan de match du Canadien pour rivaliser avec les Capitals de Washington? Moi, je pense que le Canadien ne doit pas avoir de complexe. Il doit approcher ce match-là comme ils l'ont fait contre les Blues de Boston, contre les Blues de Saint-Louis à 2 reprises. Ça, c'est 1. 2, je t'ai parlé des petits points qui sont très importants. Pas écoper de pénalité. Moi, je vais rajouter là-dedans essayer de remporter des mises en jeu dans le territoire défensif ou sinon être très alerte parce que les Capitals, c'est la meilleure équipe de la Ligue pour générer des occasions de marquer suite à une mise en jeu remportée dans le territoire offensif. On est rendu profond là, dans les statistiques, mais je sais que tu aimes ça, Martin. Fait que, ça, c'est un détail qui pourrait ne pas en être un, qui pourrait être plus important qu'on le pense. Alors, le Canadien n'excelle pas dans le cercle des mises en jeu. Puis quand t'es coach, tu peux pas juste dire à tes centres. Tu peux pas réunir tes 4 centres et dire « Hey, là, à ce soir, gagnez-en plus ». Pas de même, ça marche. Fait que, il faut que tu en parles de façon collective. Faut que le Canadien, ça, j'en suis convaincu, le personnel d'entraîneur a facile à voir et a montré les jeux déjà préparés, prédestinés s'il y a une mise en jeu remportée par les Caps en territoire offensif. Donc, il va falloir être sharp dans ce département-là en ce qui me concerne du côté du Canadien. Ça, c'est pour contrer les Capitals, mais pour être capable d'avoir du succès, bien évidemment, c'est la transition qui est l'identité du Canadien. Puis c'est d'être capable d'utiliser ta vitesse. Les Capitals, ce soir, c'est une équipe qui joue homme pour homme dans sa défensive de zone. Je devrais dire dans sa zone défensive, parce que c'est pas une défensive de zone, justement, là, mais dans sa zone défensive, il joue homme pour homme. Fait que ça veut dire que si tu es capable de gagner une demi-enjambée sur ton couvreur, il va falloir que l'exécution soit bonne. Il va falloir que la passe elle arrive immédiatement là, parce que c'est là que tu vas obtenir des occasions de marque. Puis j'ai hâte de voir Claude Julien. Tu en as parlé tantôt. Claude n'a pas le dernier changement. Il y a quelqu'un qui nous écrit sur nos pages. On est sur la route, on n'a pas le dernier changement pour le matchage. Tu l'as mentionné. Moi, j'ai hâte de voir Claude Julien parce que moi, le souvenir que j'ai de Claude Julien, c'est lui, une mise en jeu dans le territoire central. Puis c'est pas le bon trio sur la glace de l'autre côté. Ça ne dérange pas de rappeler Chara tout de suite pour une seconde et demie, embarquer quelqu'un d'autre pour garder Chara quand le trio va embarquer. Fait que j'ai hâte de voir si Claude va vraiment s'obstiner pour envoyer Weber quand Ovechkin est là. Bien, tu fais bien de parler du territoire central parce que là, tu n'es pas loin de ton profit, tu es proche du banc. Dans les deux zones extrêmes, là, défensive et offensive, c'est plus compliqué. Puis, même si Claude Julien, oui, c'est vrai qu'à l'étranger, il aime quand même avoir des confrontations. C'est pas le genre de coach qui est marié à ces confrontations-là, là, qui tient à vitam aeternam. C'est pas le genre de coach qui va briser le rythme de son équipe, qui va y aller avec les confrontations au détriment du rythme que son équipe peut gagner. Fait que, j'ai hâte de voir. Honnêtement, je le dis souvent, mais je trouve que c'est un facteur qui est important dans un match. Puis, c'est quoi, moi, j'ai appris ça à RDS, parce que moi, je regardais un match comme un joueur, puis je regardais l'exécution, puis je regardais un tel, puis un tel, puis j'avais regardé un match avec Michel Therrien avant, quand il était RDS, puis il était analyste, puis lui, tout de suite, la première affaire qu'il regardait, c'était pas ça. Lui, ce qu'il regardait tout de suite, c'est OK, qui contre qui, c'est quoi les match-ups, c'est qui veut un contre l'autre. Fait que, c'est un facteur qui est quand même important. Donc, ce que tu me dis, c'est même en tant que gardien, en tant que joueur, les match-ups, tu regardes bien moins que les coachs le font. Tu regardes d'autres phénomènes. Tu sais, moi, quand j'étais gardien, là, quand Mike Sillinger est parti de Columbus, on avait 4 centres gauchers. Fait que moi, je me concentrais quand je gelais la rondelle en bon français à essayer d'influencer le juge de ligne que la mise en jeu soit à ma gauche. Wow. Parce que j'avais des 4 centres gauchers. Tu sais, tu regardes d'autres affaires. Tu sais que si le trio de Ovechkin est là puis ta quatrième ligne a pris sa glace, le match-up, tu le connais puis tu veux geler le puck le plus vite possible. Tu sais, ça c'est gérer ton match comme gardien. T'sais, un tel défenseur est sur la glace, il est gaucher, tu y remets la rondelle de tel bord quand tu l'arrêtes en arrière de ton filet. Fait que
il y en a d'autres facteurs que tu regardes, mais c'est sûr que tu t'en fais moins quand tu es gardien de but avec les match-ups. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. À moins que l'entraîneur vienne te voir et dise, regarde, à chaque fois qu'Ovechkin est sur la glace, je veux être sûr d'avoir un stylet parce que je veux un stylet pour, je veux des passes de jeu arrêtées pour que tu sois moins menaçant et mettre mes joueurs contre eux autres. Ça peut arriver, mais sinon, tu regardes d'autres choses. Chacun a un travail important à faire. Quand tu dis être alerte, là, c'est ça. Là. C'est beaucoup plus que de pousser la rondelle, la lancer, patiner puis faire des arrêts. Il y a pas mal plus de facteurs à considérer. C'est clair. Dernier sujet, avec Marc, je sais pas si c'est le dernier. Il y a Philippe, au début de l'émission, qui suggérait comme question, est-ce que John Carlson peut maintenir le rythme? Ouais. J'ai vérifié des statistiques avancées, Marc, puis on sait que tu aimes ça. Là. Il est deuxième au chapitre des buts parmi les défenseurs. En termes de points, il est égalité au 3e rang. Mais c'est surtout son temps de possession en zone offensive. Il excelle avec... il est premier dans la Ligue nationale, 7 minutes 10 secondes. Est-ce que tu penses qu'il peut maintenir le rythme d'ici la fin de la saison, John Carlson? Je voudrais ajouter que c'est le seul joueur à avoir dominé ou à avoir mené son équipe dans le temps de jeu à chacun des matchs de sa formation depuis le début de la saison. Écoute, 100 points, ça s'est pas vu depuis 92, Brian Leach, je pense. On parle début des années 90. Wow. C'est pas même qui l'ont fait. Fait que, tu sais, c'est tout un début de saison. Moi, la raison pour laquelle je vais te dire oui, il est capable, c'est parce que c'est un gars qui est de nature durable. Et 2, parce qu'il est encadré. C'est pas tout sur ses épaules. Fait que lui, là, peut aussi faire une passe en sortie de zone, aller changer puis obtenir une mention d'aide, même quand il est assis sur le banc, parce que Kuznetsov ou Ovechkin a fait un peu de magie. Fait que, tu sais, je vais te dire, oui, il est capable de le maintenir, le rythme. Je suis pas en train de te dire qu'il va le maintenir. Tu sais, Martin est meilleur que moi d'un pool. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais les facteurs... OK, là, j'ai dit le mot facteur près de 12 fois aujourd'hui. Les aspects qui me pointent vers le fait qu'il est capable de le maintenir, le rythme, sont là. Maintenant, tu vas le faire. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une saison, entre les blessures, le temps d'utilisation, le classement de l'équipe aussi. Est-ce que tu as besoin des victoires? Est-ce que tu veux reposer le gars? Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte que je n'irai pas dire qu'il va maintenir le rythme, mais c'est sûr que les outils sont là pour qu'il puisse le faire. Puis c'est drôle, hein? On regarde les matchs des Capitals, puis je suis sûr que, tu sais, j'ai déjà dit, regarder l'Arizona, ça m'arrive pas souvent, mais mettons les Capitals, ça m'arrive. Puis c'est vrai que John Carlson a du temps à la ligne bleue, tu sais, pour faire son jeu, puis il n'y a pas beaucoup de pression sur lui. Puis là, Luc vient de le confirmer en stats avancés. C'est sûr, on met tellement d'attention sur Ovechkin, puis on veut pas se faire planter par Oshie. Fait que le gars reste bas sur Oshie, puis il y a quelqu'un qui est tête sur Ovechkin. Ça donne de la place à Carlson. Il profite de ça aussi. Là. Ah oui, puis si t'es tête sur Carlson, Oshie, Ovechkin, mais c'est un 2 contre 1 de Beckman et Kuznetsov. Ça va pas de puissance dans le bas de la zone, ça va pas mal. C'est ça. Quand tu as plusieurs armes comme ça permet à certains de se démarquer, puis c'est correct. Puis, tu sais, John Carlson a une bonne vision de jeu. Il a un bon tir. Il est capable de jouer défensivement. Il est assez mobile. Tu sais, il n'y a pas grand défaut quand tu regardes ça comme ça. C'est sûr, quand tu joues dans l'ombre de grandes vedettes offensives, ça paraît peut-être un peu moins, mais je le prends dans mon équipe n'importe quand. C'est clair. Puis, non, mais c'était... Là, tu sais que j'ai croisé Marc Labrec tantôt, puis il me disait que Carey, ça a l'air qu'il n'y a pas une grosse fiche contre les Capitals de Washington. Ouais. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier la statistique, mais toi, comme gardien de but, là, Carey, moi, je le sais que dans ma ligue bébite, quand je savais que j'avais pas de succès contre quelqu'un, ça m'écrasait pas, ça me auto-stimulait, puis ça me rendait encore plus fébrile, puis plus sharp pour ce match-là. Est-ce que c'est comme ça aussi pour les grands gardiens du hockey, comme Carey Price puis Marc Denis était? Son dossier victoire-défaite n'est pas reluisant. Ses statistiques individuelles ne sont pas si mauvaises que ça. À le regarder, là, okay. Écoute, là, peut-être, là, comme je mentionnais, aujourd'hui, c'est une journée différente. Fait que là, je suis en train de marcher vers l'hôtel là, dans le centre-ville de Washington. C'est bien correct. Ça fait un peu de beau temps. Mais écoute, je pense que le taux d'efficacité de Carey Price est quand même pas mauvais. Là. Il n'est pas exécrable. Il n'est pas en bas de 900 contre les Capitals. Je pense que c'est vraiment son dossier victoire-défaite. Mais inversement, Oldby, lui, a une fiche absolument incroyable. T'sais, les Capitals, c'est une des équipes, sinon l'équipe, avec le meilleur dossier victoire-défaite depuis quelques saisons dans la Ligue nationale de hockey, à peu près depuis l'arrivée de Carey Price. À un moment donné, un n'est pas étranger à l'autre non plus. Non, c'est clair. Mais au niveau de la motivation? Au niveau de la motivation, c'est toujours là. Tu veux te frotter au meilleur. Ça, c'est pas compliqué. Là. Puis Claude Julien refuse ce matin de parler d'un match baromètre, je le comprends. Tu veux te frotter au meilleur. C'est ça la réalité. Puis, quand tu es le gardien numéro 1, tu veux jouer contre la meilleure équipe, tu veux donner à ton équipe une chance de gagner. C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça repose entièrement sur les épaules d'un homme, mais on s'entend. C'est tout un défi qui attend le Canadien Carey Price, c'est ça. OK. Le match est à 19h. Tu seras là, je présume, dans l'émission d'avant-match à 3:60?
Oui, exact. Au début de la période de chauffement, on va vous parler de Jordan Will qui effectue un retour dans la formation. On va vous parler des Capitals par la suite. Alors, on va être prêt pour ce match-là à DC avant de rentrer immédiatement à Montréal pour affronter les Devils demain. OK, bien si tu croises Abraham, dis bonjour de nous autres. All right. Salut Martin, salut Luc. Ciao, allez. C'est le fun, Marc, braver le trafic en nous parlant, c'est écœurant. Ouais. J'aurais aimé ça l'avoir en FaceTime puis voir tout par où ce qui est passé. On pourrait m'emmener dire. Il faudrait que tu marches dans la ville. C'est ça, ça serait Tu verrais-tu? Ça serait fun. Ben, d'ailleurs, c'est une ville que j'avais aimé visiter, Washington. Ouais. Les musées sont gratuits. J'ai jamais visité. Les musées sont gratuits ouais. sur la principale. Ouais, là, donc, tous les musées, il y a un musée d'aviation, tout est gratuit. Vraiment, mais il fait chaud. J'étais en été. OK. Attelle-toi, il fait chaud. Tu te lèves, il fait déjà 30. OK, écoute, il y a beaucoup de commentaires. Go, show. Évidemment, Carlson à 100 points, ça serait complètement fou. On en a parlé. Je vais lire des commentaires sur Facebook. Puis je vais avoir une réponse à votre question par rapport aux stats avancées de Price et Ovechkin. On va vous faire écouter une capsule de Hockey 360 avec Sportlogic, là, avec la rivalité Ovechkin-Price. Jonathan dit, pensez-vous que les Caps vont prendre le Canadien à la légère ou au sérieux? Je pense que ça va être sérieux. Moi, je pense, je vais être honnête avec vous autres, en plus, je pense que quand tu as Carey Price, je pense que tout le monde te pense sérieux. Ah, t'as raison. Réal dit, le principal objectif, c'est d'avoir un effort pendant 60 minutes. On en a tellement parlé cette semaine, en plus, des efforts pendant 60 minutes. Là. Ça prend l'effort, puis ça prend une bonne performance du gardien. Je pense que c'est la clé. J'ai eu beaucoup, évidemment, il faut éviter le banc des pénalités là, avec le lancer sur réception d'Ovechkin. Daniel dit ça d'ailleurs, là, en prenant pas trop de punitions, jeu défensif à son maximum. Je pense qu'il ne faut pas laisser d'opportunités A+ aux Capitals. Puis les gens se rabattent évidemment sur Carey Price pour stopper ça. C'est fou, hein? Les gens, quand les Canadiens gagnent, on dit que c'est grâce à Carey, il ne faut pas trop en parler. Sauf qu'avant, on se dit, on a besoin de Carey. On n'a pas le choix. Tout repose sur les épaules de Carey. C'est fou, hein? C'est quoi cette image-là qu'on a? Bravo, Ali. C'est-tu quand Ovechkin... c'est-tu un montage, tu penses? Ou c'est vraiment la photo quand Ovechkin s'est tapé ses pads à Price après son arrêt spectaculaire? C'est pas un montage. C'est une photo où les deux sont ensemble? Qui roule pas mal toute la journée sur RDS. D'après moi, c'est vraiment la photo de quand Ovechkin, ça va lui donner la tape ses pads après son arrêt spectaculaire. Écoute, ça se peut très bien. Il y a les jambières rouges, donc... Non, pas les jambières rouges. Oui. Jean-Pierre Rouge. Excellent comédien, Martin. Simon Pierre dit avez-vous les stats d'Ovechkin contre Price? Pas loin, il me semble que c'est sa bête noire. On va regarder ça dans quelques instants. Puis Blaster, sur Ongeas, dit Carey n'a peut-être pas une très bonne fiche contre les Capitals, mais il va toujours se souvenir du match où Ovi n'en croyait pas ses yeux. Il avait même félicité à la suite d'un arrêt magistral. On a l'image. C'est tellement beau. Donc, aux gens de Facebook, on va vous présenter ça aussi, la petite capsule présentée par Jean-Christophe de Hockey 360. On écoute ça, on revient après. Et tout de suite, ensuite, Claude Lemieux s'en vient. Oui. On jase. On écoute ça. C'est normal de vouloir opposer Carey Price à la puissante attaque des Capitals de Washington et surtout à son capitaine Alex Ovechkin. Mais comme vous allez le voir dans le graphique de Sportlogic, Price n'a pas eu le meilleur sur Ovi l'année passée. Carey Price et Alexander Ovechkin ont croisé le fer 3 fois lors de la saison 2018-2019. Le Russe et son équipe ont eu le dessus à 2 reprises. Comme vous pouvez le remarquer, le numéro 8 a bombardé le gardien du Canadien en tirant 14 fois sur lui. Les points rouges représentent le nombre de buts marqués par le Tsar. Évidemment, à l'inverse, les statistiques de Price ne sont pas des plus reluisantes lorsqu'il a affronté Ovechkin. Son taux d'efficacité le place parmi les pires portiers de la LNH ayant affronté le Russe au moins 2 fois l'an passé. En se limitant au gardien ayant fait face à au moins 10 tirs d'Ovechkin, il est 6e sur 8. C'est 7 victoires, 5. 7 victoires, 14 défaites. Donc, vous avez la réponse. OK. Vous avez la réponse. Samuel rajoute sur Facebook, là, en terminant, il dit « Ovi, c'est la bête noire de bien des gardiens de but. » Effectivement. Au nombre de buts qu'il marque par saison. Puis au nombre de buts qu'il marque point. Exact. Puis on en a parlé avec Guy Boucher souvent. T'sais, pourquoi les équipes ne sont pas capables de s'ajuster à Ovechkin, à un Stamkos, par exemple, à un Pasternak cette année. Ils vont toujours continuer à marquer des buts de cette façon-là. Sont les meilleurs. Exactement.
Voilà, merci aux gens de Facebook, mais venez tout de suite sur rds.ca parce que, on continue à lire vos commentaires et 2, une entrevue qu'on a réalisée, que Martin a réalisée avec Claude Lemieux. Eh bien oui, Claude. Claude Lemieux s'en vient. Il va parler surtout de l'intronisation de Guy Carbonneau. Tu sais que quand Gilles Tremblay disait « oui, Claude », c'est pas Claude Lemieux qui disait. Non, c'est Claude Cadville. Okay. Ouais. Voilà, mais ça se prête bien quand même. C'est son prénom. À la droite de Mike Lee. OK. Et voilà, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur RDS. On raccroche. On va leur laisser le temps de s'en venir sur rds.ca avant de lancer l'entrevue. Absolument. Avec Claude Lemieux. Dans le fond, il faut que vous sachiez, Claude Lemieux ne donne pas beaucoup d'entrevues. Un père de famille, 2 agents de joueurs, 3, je pense pas qu'il cherche vraiment le spotlight. Fait qu'on a fait l'entrevue en se considérant chanceux de l'avoir, qu'il ait accepté de nous jaser. Puis, honnêtement, quand ça a fini, on jase tout le temps après. Puis il m'a dit « Wow, c'était le fun! » Fait que ça vous donne une idée. On a commencé tranquillement. Puis le fun à la On Jase s'est installé. Donc, si vous voulez bien, une entrevue qu'on a réalisée cette semaine avec Claude Lemieux. Bien sûr, le but de notre appel était de parler de Guy Carbonneau qui sera intronisé au Temple de la Renommée, mais on est allé sur bien des choses. Son garçon, Brendan Lemieux, également sur sa carrière avec, entre autres, le Canadien de Montréal. Bref, j'ai eu bien du fun. J'espère que vous allez en avoir aussi. On va y rejoindre immédiatement Claude Lemieux. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Premièrement, merci d'être là, mais comment on voit ça quand à chaque année, il y a des joueurs à qui on a joué qui sont intronisés au Temple de la Renommée, puis là, c'est Guy Carbonneau qui va faire son entrée au Temple de la Renommée? Ça nous fait vieillir parce que ça nous montre qu'on est plus jeune et qu'on a joué aussi. J'ai été chanceux, j'ai joué avec des super de bons joueurs pendant beaucoup d'années. C'est ce qui m'a donné la chance de gagner. Alors, c'est beau de voir ça, puis que les joueurs soient reconnus et récompensés pour leur carrière. Qu'est-ce qui te fait le plus vieillir, Claude? Les joueurs avec qui tu as joué qui sont au Temple de la Renommée ou que tu aies un fils qui joue et qui se distingue dans la Ligue nationale de hockey? Peut-être les deux. Mais je crois de voir les joueurs avec qui j'ai joué, des joueurs qui étaient un petit peu plus vieux que moi, qui, lorsque j'ai commencé avec le Canadien, qui étaient déjà établis, qui avaient déjà un titre d'être des leaders, des gars qui étaient des vétérans, et puis, comme Carbo, de le voir être honoré bientôt, c'est super. Es-tu surpris de voir qu'on honore Carbo parce que c'est pas ses points, c'est tout ce qu'il a apporté à la game, surtout dans un style de jeu qui, aujourd'hui, on n'en voit plus des attaquants qui se lancent tout pas stack en avant d'un défenseur. Es-tu surpris qu'on reconnaisse encore ça aujourd'hui puis qu'on lui rende un tel honneur? Surpris, oui et non. Oui, parce que ça a pris quand même un bon bout de temps. Moi, je dis que il aurait dû être nommé avant. Par contre, il y a tellement de bons joueurs et c'est sûr qu'on va regarder les buts qui comptent, les points. Mais avec Carbo, c'était vraiment un joueur complet. Carbo, ce qui a donné la carrière qu'il a eue, moi, dans mon opinion, c'est que au niveau junior et avant d'arriver à Montréal avec le Canadien, c'est un joueur super offensif. Alors, il comprenait très, très bien la mentalité d'un joueur offensif. Il savait où aller sur la patinoire parce que lui avait déjà été là. Mm-hmm. Avec tous les sacrifices qu'il a fait, quand même, il a eu une super de longue carrière, de belle carrière, avec les buts, les assists, les points qui étaient quand même très respectables et toujours un joueur qui était côté positif, c'était pas un joueur négatif. Il jouait contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe, un gars qui prenait les mises en jeu, qui était un des meilleurs dans la Ligue pendant des années. Alors, non, je ne suis pas surpris que Guy Carbonneau soit nommé. Un spécialiste, hein, c'est un peu ça qu'on va honorer, un excellent joueur, spécialiste dans ce qu'il fait. Claude, les gens ne le savent peut-être pas. Moi, mes années, c'est les années Claude Lemieux quand tu arrives avec le Canadien en 86. On parle d'une peste, mais on parle d'un joueur de talent qui a déjà planté 1 point par match. Et un gars, tant que je n'aurais pas trouvé la traduction française, je vais dire le mot clutch, comme il ne s'en fait pas, surtout en séries éliminatoires. Aimerais-tu ça aussi recevoir l'appel à un moment donné pour le temps? Écoute, je serais menteur de dire non, mais c'est pas quelque chose que j'attends ou que je regarde les dates ou que je pense
il y a des gens qui vont me demander, t'es-tu dans le temps de la renommée? Pourquoi pas? Et c'est vraiment pas une conversation pour moi à avoir parce que le hockey était tellement bon pour moi, pour ma famille, mon frère, là, mon garçon. Je suis dans la business de hockey, je représente des joueurs. Je pense que ça, c'est peut-être, comme on dit, la crème sur le gâteau, ou il me manque les mots là, en français, mais c'est vraiment peut-être quelque chose que c'est un grand honneur, mais c'est pas quelque chose qu'on doit mettre beaucoup de priorité là-dessus. Moi, je pense que j'ai une super de belle carrière. J'ai joué avec des super de bons joueurs. J'ai joué avec des super de belles équipes, avec des dirigeants, des entraîneurs qui étaient de première classe. Et puis, comme je disais plus tôt, si jamais ça arrive, ben c'est sûr que ça va être un super de grand honneur, mais c'est pas quelque chose que je m'attends. Parce que je le disais, tu es un joueur d'exception dans ça se fait pas des Claude Lemieux. Y en a-tu un en 2019, un Claude Lemieux qui est capable autant de changer une partie par son intensité, qui marque des points, qui est, encore là, je vais le dire, là, qui est clutch comme pas possible? Ben, je crois que Marchand à Boston, c'est un joueur qui est un plus petit que j'étais ou que je suis, mais si je regarde la façon qu'il joue, il est fatigant et puis il fait tout. Hein, il va faire des jeux, il va marquer des buts. C'est vraiment un leader incroyable pour son équipe. C'est le joueur que tu vas avoir sur ton club, mais que tu n'aimes pas jouer. Exactement. Tu n'aimes pas jouer contre, alors je pense que ça me ressemble beaucoup. C'est fou à quel point tu aimé à Montréal et à quel point il l'a eu, lui. Comme je disais, c'est le joueur que tu veux pas jouer contre. Tellement, tellement. Écoute, je reviens sur Carbeau. Est-ce que quand tu es arrivé, il y avait plus de Québécois à l'époque avec le Canadien, mais quand tu es arrivé, c'est-tu quelqu'un qui a eu un impact sur toi? C'est-tu quelqu'un qui a fallu qu'il te reprenne, qui t'avertisse, qui te mette en garde contre des choses? Ben, pas beaucoup. Carbeau, c'était pas un grand parleur. Carbeau, il faisait sa job super bien, puis il nous montrait, par exemple, il jouait avec un trio avec Bob Gainey. Moi, je dirais que Bob aussi, c'était pas un gars qui parlait beaucoup, mais avec les exemples qu'il nous donnait, on suivait. Et puis, on était chanceux. Tous les jeunes qui étaient arrivés, moi, je parle tout le temps de la jeune équipe qu'on était, 8 recrues lorsqu'on a gagné en 86, mais la qualité des vétérans qu'on avait, c'était incroyable. C'était comme avoir on avait un entraîneur qui était à sa première année avec Jean Perron, mais on avait des vétérans qui avaient des années et plein de Coupes Stanley, qui avaient déjà été là. Et puis, on regardait ce qu'il faisait, ce qu'il disait, puis on suivait. C'est sûr que j'ai été corrigé, pas juste une fois, souvent, des choses que je disais ou que je faisais. J'ai appris beaucoup d'eux autres et ça m'a donné la chance d'avoir la carrière que j'ai eue plus tard. Il a été nommé co-capitaine la dernière année que tu étais là à Montréal. Tu te souviens de ce vote-là pour Carbeau et Chelios? Le vote secret? Ouais. Je pense que le vote secret, si on regarde ça après toutes les années, c'est que c'était clair que la direction voulait que Carbeau soit le capitaine, mais il y avait une grosse voix dans la chambre, côté anglais, qui voulait que Shirley soit aussi un capitaine. Alors, le vote a été le vote et ça a été fait de la bonne façon, puis de la façon que les dirigeants ont décidé de prendre leurs décisions avec la foi des joueurs. Ça a été bien fait. Puis, c'était 2 joueurs qui méritaient. C'est sûr que c'était plus naturel d'avoir Guy Carbonneau peut-être que Chris Chelios à cause du langage, à cause, d'être un Québécois, d'être capitaine pour le Canadien de Montréal, mais il y avait, on connaît la carrière de Chris Chelios et Cheli était un super de leader, pas juste dans la chambre, mais aussi sur la patinoire, de la façon qu'il jouait. C'est sûr, le futur a donné raison que les deux ont été des joueurs de caractère dans cette ligue-là. Ça se demande-tu, je prends une chance, c'était qui la grosse voix qui poussait pour Chelios? Il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé la question, ça a-tu été vraiment les résultats des votes qui avaient été faits? Puis vraiment, oui, ça a été le résultat. Il n'y a personne qui a fait une enquête à savoir qui a voté pour qui, parce que c'est vraiment personnel, puis on veut pas. Moi, si tu me demanderais aujourd'hui à qui tu avais voté, je te le dirais pas, parce que c'était vraiment personnel, le vote.
c'est quelque chose, ça doit rester confidentiel parce qu'on peut faire mal à des coéquipiers avec notre choix, souvent. Puis on a des raisons pourquoi on vote d'une certaine façon. Puis moi, comme je te dis, si je regarde ça 30 ans plus tard, plus que 30 ans plus tard, ben ça avait été bien fait. Puis le résultat a été ce qu'il a été. Puis Serge Savard, avec les entraîneurs, ont pris la bonne décision de la façon qu'ils ont contrôlé ça. Ça t'honore, grande classe, Claude Lemieux, de répondre ainsi, chapeau. Un petit mot sur Sergei Zubov que tu as connu avec Dallas? Ben, c'est sûr que c'est un joueur avec un super de talent. Vraiment quelqu'un qui jouait tellement relax. Moi, quand j'étais là, j'étais vers la fin de ma carrière, c'était naturel pour lui. C'était facile pour lui. C'était pas le gars qui avait besoin d'être dans le gymnase à tous les jours. C'est un gars que lorsqu'il tombait sur la patinoire, il glissait. Il avait une tête de hockey incroyable. Un talent peut-être pas aussi élevé que Paul Coffey, mais dans la même classe. J'adore ça. Puis, tu sais, là, on parle en 2019 de la glisse sur le coup de patin. On parle de la glisse de Thomas Chabot. Puis, quand tu parlais de Zubov, c'était ça que je voyais. La même chose. C'est que c'est facile pour eux autres. La même chose, peut-être Scott Niedermayer, qui était avec nous autres au New Jersey. Lui, il pouvait jouer 35 minutes par match. Ça ne le fatiguait pas. C'est sûr que ce pas des joueurs qui allaient se gorocher partout et puis avoir 5-6 mises en échec par match, mais il était très intelligent avec la façon qu'ils jouaient le match et puis leur coup de patin, la façon qu'ils glissaient sur la patinoire, c'était super naturel. Tellement. Aimais-tu Carbo autant quand tu jouais contre? Ah, un peu moins. C'est sûr que le respect était là, mais Carbo était fatigant, surtout lorsqu'il était plus vieux et puis qu'il savait que la fin s'en venait, comme moi. On jouait assez fort un contre l'autre lorsqu'il était à Dallas. Moi, j'étais au Colorado. On a eu des bonnes batailles. Ah oui, hein? On ne s'est pas ménagé? On ne s'est pas ménagé. Moi, mon but était toujours d'avoir plus de Coupes Stanley que Carbo. C'était une petite compétition. Il le savait-tu au moins? Ah oui, j'y disais. OK, c'est bon, c'est bon. Hey, Claude, je veux te parler de... Tu l'aimes-tu, la game, aujourd'hui, comment elle joue? Oui, j'aime la game de la façon que c'est joué. C'est sûr que je dis toujours, bon, dans notre temps, mais écoute, c'est une game qui est plus civile. On protège nos joueurs. Faut être honnête, il y a beaucoup de... Il y a un prix à payer pour la façon qu'on a joué dans le temps, les commotions, les problèmes que les joueurs ont, qu'ils vont avoir dans le futur à cause de la façon qu'on jouait, de la façon qu'on se bataillait, les bagarres générales, etc. Il y a des joueurs, bon, je parle pas de moi, là, mais je parle de... En général, il y a des conséquences pour la façon qu'on jouait la game de hockey. Puis moi, j'aime de la façon que c'est joué aujourd'hui. C'est encore physique. Si on regarde l'an passé, dans les séries éliminatoires, on a eu une belle série super physique, mais qui était quand même protégée par les règlements. Quand ça sortit un peu en dehors des bordures qui sont en place, les gens qui sont en charge n'ont pas peur de prendre des décisions et puis de donner des suspensions, même si c'est en finale de la Coupe Stanley, ce qui fait que à long terme, c'est mieux pour les joueurs, pour les protéger. Et puis, on voit vraiment, on a l'opportunité de voir le talent, que ce soit un joueur qui pèse 165 livres ou quelqu'un qui est 6 pieds 6, qui va en peser 240. On voit leur coup de patin, on voit leurs habilités de faire des choses avec la rondelle qu'on n'avait pas autant dans le temps passé. Oui, puis grâce à ton garçon, Brendan Lemieux, l'aspect physique demeure dans le game. En plus, je ne sais pas si tu as vu ça aux nouvelles, et ici au Canada, ils ont fait comme un petit match-up de quand il s'est coltaillé avec Tkachuk, puis quand toi, tu te coltaillais avec Keith Tkachuk. Hein? Ben écoute, Keith Tkachuk, ça a été quelqu'un que j'ai joué contre, un super de joueur de hockey, beaucoup de respect pour lui, de la façon qu'il joue au hockey. On était coéquipiers à Phoenix. Moi, je me souviens... de ces garçons, c'était des petits bébés dans le temps. Puis, la même chose avec Brandon. Il y a de quoi être super fier. Keith, ces deux garçons, des joueurs que je prendrais sur mon équipe, ils seraient dans mes premiers choix, c'est sûr. Les deux, c'est de très, très bons joueurs. Ils sont fatigants, ils jouent physique, ils font des bons jeux, ils comptent des buts. Et puis, c'est sûr qu'une rivalité avec, Brandon, et il s'était fait frapper. Je me souviens encore au tournoi des
des recrues, puis c'est sûr qu'ils ont des mots, puis ils vont en avoir d'autres, mais c'est comme ça qu'on joue, c'est pas par manque de respect, c'est juste question, c'est une rivalité peut-être entre eux. Oui. Ils vont se donner la main au prochain tournoi de golf qu'ils vont se voir. Ben oui, c'est comme ça. Hey Claude, y a-tu un conseil que tu as donné à ton garçon qui marche encore en 2019, puis y en a-tu que tu as donné, ouais, c'est plus bébé à jour celui-là? Oh, pas vraiment. Je dirais qu'on est très près, on se parle toujours, on se parle à tous les jours, on parle des matchs. J'aime beaucoup la façon qu'il adapte son style de jeu. Je lui dis qu'il doit jouer avec des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de talent à New York, s'il continue d'être une force physique et qui joue bien défensivement avec tout le talent que là, il va avoir. La chance, comme il y a dans le moment, de jouer en avantage numérique devant le but. Il y a des super de main. Il écoute. C'est sûr que, bon, quand ça vient de papa, ben ça vient à un moment donné qu'on entendait assez, mais il prend bien les conseils, puis je suis fier de la façon qu'il joue. Claude, je ne veux pas étirer l'entrevue, mais tu rouvres la porte sur un sujet qui est tellement chaud. Les 4 sports majeurs se sont réunis, la Ligue nationale, la NFL, le basket et le baseball, pour un fléau que dans le monde du sport qui s'appelle le jeu vidéo Fortnite. En tant qu'agent, parce que tu es très impliqué dans 4Sports and Entertainment, et en tant que papa de joueur de hockey, quelle est ta position et est-ce que le fléau est aussi gros qu'on en parle? Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Écoute, lorsqu'on joue un sport, on est très occupé, mais on a aussi tellement de temps qu'on peut pas faire... on n'a pas grand-chose à faire, surtout lorsqu'on n'a pas de famille. Si on a 22, 23 ans comme mon garçon, tu vas t'entraîner, tu reviens chez vous, tu es fatigué. Après les matchs, lorsqu'on est sur la route, à domicile, les joueurs ont beaucoup de temps qui ont rien à faire. On doit faire quelque chose pour s'occuper. C'est une façon de passer le temps. Les jeunes n'ont plus la chance de se grouper socialement comme on le faisait dans le temps. Mm-hmm. Ils font pas beaucoup parce que, pourquoi? C'est qu'il n'y a plus de vie privée. Tout est public. Et qui veut aller dans un restaurant ou dans un bar avec tes coéquipiers, puis que ce soit public dans 15 minutes et peut-être te sortir un peu trop tard. Alors, beaucoup de joueurs, beaucoup de nos jeunes vont passer le temps devant l'écran de leur télévision, sur leur computer, le laptop, et ça joue Fortnite, et c'est une place de se rencontrer. À long terme, est-ce que c'est un problème? Peut-être, ça devient peut-être un problème social. Ça devient peut-être une forme d'addiction. Et puis, je pense que c'est de la façon que c'est regardé dans le moment. Oui, puis les gars se couchent tard puis arrivent scrap à la pratique. T'sais, avant, tu arrivais scrap parce que tu avais viré avec tes chums. Là, c'est à cause de Fortnite. Comment tu veux? Tu n'es pas pour rentrer dans la chambre du gars sur la route pour dire là, couche-toi? Non, c'est très difficile. Puis tout le monde a le droit de passer le temps de la façon qu'ils doivent le passer. Il y a des joueurs qui ont besoin plus de sommeil. Moi, je me souviens dans mon temps, Bob Gainey, qui était mon chambreur, Bob, il dormait peut-être 5-6 heures par jour. C'est pas parce qu'il était debout tard, mais c'était pas un gros dormeur. Moi, de mon côté, ça me prenait 10-12 heures. Les après-midi des matchs, je dormais peut-être 2 heures. Et alors, Bob Gainey, il était pas dans la chambre souvent. Il allait prendre des marches. Et c'était un temps différent. On n'avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait pas l'Internet. C'est pas évident pour les jeunes. Nous autres, dans le temps, écoute, on avait peut-être deux, trois façons de se mettre dans le trouble ou de faire des choses qui étaient peut-être pas les meilleures pour nous autres. Si tu regardes aujourd'hui ce qui est offert à nos jeunes, en tant que parents, moi, je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui d'élever des enfants parce qu'il y a tellement de risques. Et puis, ils peuvent se mettre dans le trouble très facilement avec l'Internet, de la façon que les gens peuvent se connecter avec des choses qu'ils ne devraient pas voir ou pas faire. Et avec tous nos jeunes, écoute, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas contrôler. Et je crois que c'est bon que les sports majeurs ou que ce soit le gouvernement ou de d'autres façons qu'on peut regarder l'implication de si on passe trop de temps, que ce soit l'Internet ou que ce soit de jouer Fortnite, n'importe quoi qu'on fait,
avec trop d'impulses ou qu'on le fait trop souvent ou trop longtemps, ça va devenir un problème. Tellement bien dit. Je te laisse avec quelque chose de simple, de facile et de joyeux. Quand moi, je pense à Claude Lemieux, puis c'est ma génération, là, j'ai 45, fait que la carrière de Claude Lemieux, je l'ai en image dans la tête. Il y a une image qui me vient en tête. Je vais te la dire, puis après ça, j'aimerais ça que tu essaies de trouver une image qui te vient en tête quand tu penses au bonheur que tu as eu à jouer à la game. Moi, l'image qui me vient en tête, Claude Lemieux qui sort dans l'arrière du net, revers par-dessus l'épaule de Mike Liut, et c'est la victoire. C'est l'image quand je pense à Claude Lemieux. T'aimes ça? C'est sûr que j'aime ça. Ça a été le plus grand moment de ma carrière. Ah oui, encore? OK, Puis, j'aime ça. J'aime ça. c'est sûr. C'est sûr. Wow. Puis, la raison, c'est de la façon que les joueurs ont réagi. Et si tu regardes la vidéo, je le regarde de temps en temps, même encore. Wow. La façon que Larry Robinson m'a, comment on pourrait dire en québécois, il m'a pogné dans ses bras quand la célébration était finie. Puis il me laissait pas aller. Wow. Et puis, il y avait les larmes aux yeux. Puis c'est là que j'ai vu l'importance, qu'est-ce que ça voulait, qu'est-ce que la valeur de compter un but comme ça et de jouer au hockey pour le Canadien de Montréal. Quelle histoire. Écoute, puis Mario Tremblay, que tu l'entends s'époumoner, qu'il était descripteur parce qu'il était blessé. Écoute, quel beau souvenir. Fait que t'as-tu la même image que moi? Ah, moi, j'ai la même image, puis tu parles de Mario Tremblay. Si Mario Tremblay ne se blesse pas, moi, je ne suis pas rappelé, puis peut-être je compte même pas un but, puis peut-être que je suis même pas dans les séries éliminatoires. Wow, t'es carré. Puis peut-être que... Il y a beaucoup de peut-être. beaucoup de raisons pourquoi ça allait arriver comme ça. Ben oui, puis peut-être que si tu le réessayes, ce back-end-là, il marche pas. Je pourrais l'essayer peut-être 50 fois puis pas le faire. C'était dans les mains de notre bon Dieu, puis il m'a récompensé ce soir-là. Wow! Quelle entrevue, le fun, puis tout ça, parce qu'on voulait parler de ton chum Guy Carbonneau. Claude Lemieux, un gros merci puis de ta générosité, puis j'espère qu'on va pouvoir faire ça prochainement encore. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Claude Lemieux. Quelle anecdote. Puis tu sais, je vais vous l'expliquer comment ça marche, OK? Quand tu appelles quelqu'un, tu as un plan pour faire l'entrevue. Tu sais, c'est quoi la raison qu'on l'appelle? La raison qu'on l'appelait, c'était pour Guy Carbonneau, son garçon. Il est agent de joueur. Je lui ai même posé des questions sur son après-carrière qu'on a enlevé pour apetisser l'entrevue. Puis, tu en essayes souvent une. Essaye que tu essayes. Normalement, tu mets à la fin au cas que ça ne marche pas, ça ne donne pas le résultat que tu penses, puis qu'il y ait du montage à faire. Celle que je voulais essayer, c'était vraiment... L'image. Claude Lemieux, c'est vraiment ma génération, tu comprends-tu? Ouais. Quand le Canadien gagne la Coupe, j'ai 12 ans. Je trippe hockey. Moi, je prends connaissance du hockey avec les Oilers, les Islanders de New York. Là. Quand j'allume en 80, là, c'est les Islanders qui viennent d'en cogner 4 de suite. Puis je suis la seule banane de mes amis qui regarde les Islanders à TV parce que le Canadien n'est plus là, puis le monde a tout décroché, sauf moi. Moi, Billy Smith, j'essayais de m'habiller pareil, avec le casse ouvert un peu. Puis Claude Lemieux, quand il arrive à 86 puis qu'il fait ce back-end-là, avec tout ce qui s'est passé au Colorado, ça demeure l'image quand je pense à Claude Lemieux. Fait que je dis, je l'essaye, puis lui, c'est quoi ton highlight? Dans le fond? C'est ça que ça dit. Celui-là. Ouais. Et il s'en va me dire, c'est la même affaire. Et là, il me dit pas juste, c'est la même affaire. Il raconte l'anecdote. Larry Robinson, quand il raconte, pas j'ai les yeux dans l'eau, là, mais j'ai une émotion, j'ai la chair de poule. Puis là, je le regarde, là, c'est la messagerie. Wow, j'en ai des frissons. Les fantômes du forum. Wow, merci d'exister, on jase. À ce moment-là, dans l'entrevue où il parle de ça, là, vous avez ressenti exactement la même chose que j'ai ressenti en faisant l'entrevue. Puis qu'il raconte que Larry Robinson, il lâche pas, puis il a les yeux dans l'eau, puis qu'il dit je t'aime, toi. Puis ce qui est attends une minute, là, la phrase que Claude dit, là, c'est à ce moment-là. J'ai compris, c'est ça qui dit l'importance d'être un Canadien, l'importance de ce but-là. Puis c'est quoi gagner en tant que Canadien de Montréal. Puis c'est des phrases, tu te souviens-tu quand je te parlais de la cérémonie d'ouverture, là? Puis qu'il faudrait faire quelque chose d'un peu plus hot. C'est ce genre de phrase-là, de personnage-là que ça te prend. Pas obligé de ramener Jean Béliveau du cimetière, là. Claude Lemieux qui a marqué un but historique dans l'histoire du Canadien. Tu sais, qui prend par le cou un... Kotkaniemi, puis qui dit la journée que j'ai marqué ce but-là en séries éliminatoires, puis j'ai vu Larry Robinson les yeux dans l'eau, là,
J'ai fait, wow, c'est ça marquer un but au Canadien de Montréal. Ouais, je pense qu'il y a eu une rencontre. Ben, Claude Lemieux n'était visiblement pas là, mais il y a eu une rencontre avec les anciens et les nouveaux au début de la saison. Alors, on a vu ça passer sur les médias sociaux, tout ça. Oui, Yvan Cournoyer était là. Recréer, oui, exactement. Recréer, c'est bref. Mais, fait que tu l'as essayé, puis là, il me dit, cette anecdote-là. Là, il me raconte après ça l'anecdote que tu sais que moi, je suis là parce que Mario s'est blessé. Ça, je me suis. Ah, tiens, on se souvient pas de ça. Moi, je me souviens pas. J'ai vu Mario. Ben oui. J'ai fait le 5 à 7 avec Mario mercredi, puis j'y compte ça. Il dit, ben oui. Ah, c'est fou, ça. Parce que, ouais, c'est vrai. Vous allez comprendre que celle que j'ai essayé à la fin, on l'a gardé. Puis regarde, c'est ce dont on va se rappeler de cette entrevue-là. Oui, ça, c'est une des bonnes. Comme quoi, toi, tu te souvenais de son revers, mais on va se souvenir. Toi qui sais tout, il est back-end droitier, lui. Droitier. Oui, on a l'image. On l'a regardé. Mike Leatt. Oui, ben. Ouais, on voulait vous montrer les images, mais ça a l'air qu'on n'avait pas le droit. Non, on n'a pas les droits de ça. J'avais sorti les images toutes pour vous montrer le back-end. Mais la photo était bonne. Ben oui, c'est quel les gens quel qui photographe. là, ils ont vu la photo. Quel photographe. Écoutez, puis le pire, tu sais quoi? Je continue sur Claude Lemieux. Oui, vas-y donc. Quand j'ai fait l'entrevue, Bruno, merci Bruno pour les démarches pour avoir booké. D'ailleurs, l'équipe On Jase, elle a grossi. On a Bruno qui travaille avec nous autres, on ne le salue jamais. Il y a Christian Dallot également qui travaille avec nous autres, on le salue très peu. Merci les gars, ça fait une différence. Puis quand on a eu Claude, on m'a dit Martin, il donne pas beaucoup d'entrevues, Claude. Puis, surprends-les pas quelque chose. Surprends-les pas quelque chose qu'il ne sait pas. Fait que, au début, vous le sentez, il est très cartésien. Il fait plus ça va, plus on a du fun. Quand l'entrevue a fini, il a fini en disant hey, c'était le fun. J'ai dit j'aimerais ça de vous rappeler. Là, genre, je me suis remis à le voyer. Puis un excellent français aussi. Là. Il est très, très clair aussi. Je veux dire, il travaille dans un milieu anglophone. Je pense qu'il habite en Californie. Veut pas. Non, c'était excellent. C'était cher. Écoutez, il y a beaucoup de commentaires par rapport à Claude. Je veux en lire quelques-uns. Pat Brune, avec le logo des Whalers d'Hartford. Puis tu as répondu, Martin, je trouve ça très drôle. Là. Il dit Claude a brisé mon cœur d'enfant en 86 quand il a marqué en prolongation lors du 7e match contre Mike Liut. Mais bon, c'est tout un joueur, puis je lui ai pardonné. C'est le fun de voir l'envers de la médaille parce que visiblement, tout le monde aimait le Canadien de Montréal à part Pat Brune. Ouais. J'adore ça. Steve Gosselin vient d'écrire Mario s'était blessé en fin de saison. Il était devenu analyste à Radio-Canada. Ah ouais? Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans l'entrevue, Mario qui s'est poumonne. Puis je parlais avec Mario. Mon souvenir, c'est que Mario a pris sa retraite parce qu'il était blessé au dos. OK. Fait que je pensais que Mario était blessé au dos pour laisser sa place à Claude. OK. Tu sais, il a balle au dos, mais il est capable d'analyser les matchs. Ouais. C'est pas ça. Blessé à l'épaule. OK. Encore blessé. Il y avait une blessure à l'épaule qui revenait puis qui revenait. C'est ça que Mario me disait, blessé à l'épaule. OK. Ben, c'est le fun. On en apprend. Puis merci. Merci à toi, premièrement, d'avoir... On aurait dû préparer le Brass Bonanza. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est bon. Écoute, il y a je l'ai. C'est parfait. Pour vrai. On jase les effets spéciaux. Il a dressé le parallèle. Mon Brass Bonanza est meilleur que ton Claude. Eh bien oui, Claude. Pas pire quand même. Dans ça, des nouvelles, des fois, avec Max Morin, tout ça, qui travaille pour Hockey 360, on se fait des oui, Claude, une fois de temps en temps. Mais c'était pas Claude Lemieux. Il a fait le parallèle entre Brad Marchand et son jeu à lui. Puis tu faisais remarquer que depuis 3 ans, par exemple, Brad Marchand marque des 1 point par match que Claude Lemieux a réussi une fois, je pense, en carrière. Non, pas loin. Il y a le nom de Matthew Tkachuk qui est arrivé dans la discussion. Ouais, c'est ça. Parce qu'il marque des buts gagnants, des buts vainqueurs. C'est la différence quand Claude dit Marchand a gagné une coupe. Tkachuk n'en a pas gagné. C'est vrai. Puis Claude en a gagné 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est 4. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt. Puis, c'est Eric qui dit ça. C'est Eric, ouais. C'est Fancy Pants, ça, Eric? Ouais. Eric, ça va mettre une statistique. Il a mis les 10 meilleurs marqueurs de l'histoire en séries éliminatoires. Ceux qui ont pensé que j'étais loufoque dans ma question pour le Temple de la Renommée. C'était pas loufoque du tout. 9e de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, Claude Lemieux, entre Jean Béliveau et Henri Richard. Ça se place bien une conversation. Ça se place très bien une conversation. Moi, je suis là. Canadien et Capitals ce soir, 2 matchs en 2 jours. Carey Price devant le filet. Est-ce qu'on va voir Keith Kincaid demain contre les Devils? On aura l'occasion de s'en parler lundi. Contre son ancienne équipe, en plus. Oui, contre son ancienne équipe. Au Centre Bell, par exemple. Exactement. Salutations à Marc Hayes qui dit « J'adore tout ce que vous faites à l'émission On Jase. Félicitations à tous. » Oui, Marc était actif sur Facebook aussi un petit peu plus tôt. Oh, content, Marc, que tu aies fait le switch. Content. Les boss vont être contents, surtout. Tellement.
Oui, tellement. parce que les Pesatas, c'est sur RDS. On avait-tu d'autres choses? Juste une parenthèse. Oui, on a d'autres choses. Parce que les gens l'ont écrit. Quelle performance? Tu sais, on a eu Mike Modano en entrevue, puis on lui a posé la question. La première question que tu lui as posée, c'est Mike Modano ou Connor McDavid. Qui gagne une course en patin. Qui gagne une course en patin. Puis c'est drôle parce que McDavid a planté 6 points hier, 3 buts, 3 passes. Je pense que McDavid, même si j'aimais Mike Modano, je pense que McDavid va réaliser de grandes choses. Puis on va espérer qu'il va faire gagner à un moment donné les Oilers d'Edmonton. Mais je le mentionne parce que les gens l'ont écrit, quelle performance de McDavid. Puis effectivement, c'est rien que vous pouvez voir sur rds.ca. Les Oilers qui ont gagné 6-2. Ouais. Les 6 buts. Merci. Les 6 buts, McDavid est dessus. Et 5 points pour Draisaitl. Drake, Le 5 duo, passes. 11 points. Bon, ça va très bien. Ça va très bien du côté des Oilers quand même. Juste vous mentionner aussi, en parlant de Claude Lemieux, de Guy Carbonneau qui va être élu au Temple de la Renommée. Vous allez voir au cours de la journée et de la fin de semaine une section spéciale, évidemment, sur Guy Carbonneau. L'Antichambre a fait son... si vous avez manqué ça, l'Antichambre a fait son hommage à Guy Carbonneau hier. François Gagnon a déjà écrit, il va être à Toronto, il a déjà écrit sur Guy Carbonneau, texte que vous pouvez lire sur rds.ca aujourd'hui, mais il y a plus de contenus qui vont se retrouver dans cette section-là. Donc, ne manquez pas ça sur rds.ca. Vous allez avoir l'endroit idéal pour... on a regroupé tout ce contenu-là par rapport à son intronisation. OK. Alors, autre émission, le fun, une semaine incroyable. Dans les 2 derniers jours, puis tu sais, Guy n'était pas là dans les 2 derniers jours. Éric Bélanger, David Perron, Mike Modano, Marc Denis, Claude Lemieux. Écoute. Pas gênant. L'heure de dire au revoir. Olivier, gros merci à la mise en onde. Merci à Luc également. Merci à Tim aux médias sociaux. Tim aux médias sociaux. Merci à Jacques qui vient d'écrire, qui a rencontré Lanny McDonald il y a quelques semaines à Toronto. Ah oui? Fait que... Moi, c'est lui qui m'a brisé le cœur quand Lanny McDonald ont gagné à Montréal. Oui. 89. Exactement. Ouais. OK, gros merci d'avoir été là. On se rejase lundi sans faute pour une autre édition de On Jase.